quoi s'appesantira donc le président élu? Alors, plusieurs chantiers. Quand vous lisez le programme du président... Mais la priorité, selon vous? La priorité, ce sera de réduire le taux de pauvreté. Donc, il doit passer de 37% aujourd'hui à 20%. Donc, c'est un défi important. Il y a aussi la stabilité, la sécurité. Quand on sait les défis sécuritaires autour de nous liés donc, aux attaques terroristes, il est donc important que le président mette un accent particulier sur la lutte contre le terrorisme et la stabilisation donc, de notre pays au plan interne. Très bien. Marius Komoé? Oui, il a totalement raison d'évoquer la question donc, de la réduction du taux de la pauvreté. Ça, c'est au cœur de nos préoccupations de tout temps. Et nous espérons véritablement que cet autre mandat permettra au président Ouattara de se pencher avec son gouvernement sur la question véritable relative donc, à l'inégalité sociale qui mine le fonctionnement de la République. Mais au-delà de cet aspect des choses, il y a aussi la question donc, du développement des infrastructures. Si bien commencé par le régime et qui devrait se poursuivre avec la mise en œuvre du train urbain pour permettre une fluidité donc, du transport, décongestionner donc, le secteur du transport au niveau de la grande métropole que constitue le district d'Abidjan. Et puis il y a aussi le renforcement donc, des institutions démocratiques. Il faut vraiment un renforcement de nos institutions de sorte à les rendre beaucoup plus démocratiques, au besoin même de réviser donc, la loi constitutionnelle. Très bien. Alors, Nkokoranzi, ça fait partie de votre projet immédiat, le métro. Est-ce qu'on peut avoir un deadline? Parce je crois que selon les responsables du chantier, le métro devrait donc finir autour de 2027. Autour de 2027 2027, voilà. Opérationnel déjà. Opérationnel. Je crois que le métro sera opérationnel d'ici 2027. Et comme il a dit, c'est un projet d'envergure qui va effectivement réduire, encore une fois de plus, les dépenses dans des ménages. Parce que quand vous prenez les rapports de la Banque mondiale, c'est près d'un tiers donc, des revenus des populations au niveau d'Abidjan, donc qui sont consacrés et qui est consacré donc au transport. Et donc ça va fluidifier donc le trafic, mais près de 500 000 personnes donc transportées par jour. Vous imaginez ce que ça va créer en termes d'emploi, en termes de réduction des inégalités, mais aussi en termes donc de lutte contre le réchauffement climatique, parce que vous imaginez le nombre de véhicules donc qui vont peut-être cesser de rouler. Une question de gaz à effet de serre. Effectivement, et donc pour moi c'est un projet d'envergure qui va révolutionner donc le transport urbain au niveau d'Abidjan. Élisée, question, commentaire? Oui, question déjà. Tout à l'heure vous parliez de comme gros chantier la réduction du taux de pauvreté, ce que en tout cas tous les Ivoiriens saluent, si tant est que ça va se faire vraiment. Maintenant nous sommes conscients du fait que le taux de pauvreté, le réduit, implique indubitablement qu'on puisse parvenir à une transformation structurelle de l'économie. Quelque chose dont parle le chef de l'État depuis plusieurs années, lui et son gouvernement, mais qui, dans la pratique, on ne voit pas fondamentalement cette transformation structurelle, d'autant plus que notre économie continue de reposer encore sur ces cultures de rente-là agricoles. Qu'est-ce que vous prévoyez faire de façon concrète pour permettre véritablement à cette économie-là d'être transformée de façon structurelle et donc de contribuer à cette réduction drastique de la pauvreté-là, de ces 37% à ces 20%, comme vous le dites? Alors, je crois que vous n'avez pas bien observé jusque-là la physionomie de l'économie depuis l'arrivée d'Alassane Ouattara. Mais si, c'est très bien. Pas du tout. Quand vous prenez le PIB de la Côte d'Ivoire, vous avez le secteur tertiaire qui fait autour de 45%, le secteur secondaire qui est autour de 25% et le secteur primaire est revenu donc en troisième position. Donc aujourd'hui, notre économie ne repose plus sur l'agriculture, mais plutôt sur le secteur tertiaire, le secteur secondaire. Et vous avez bien fait de parler donc de la transformation de nos matières premières. Aujourd'hui, au niveau du cacao, vous avez plus de 35% de taux de transformation. Et nous allons amplifier donc la dynamique de transformation. Nous comptons passer à plus de 60% d'ici 2030. Vous prenez la noix d'Anaka. Jusqu'en 2015, nous étions à 6% de taux de transformation. Mais aujourd'hui, nous sommes à 36% de taux de transformation. Nous sommes le premier pays transformateur de fèves de cacao, ainsi que de la noix de cajou, mais aussi premier producteur et premier transformateur donc de VA, donc de latex au niveau donc de l'Afrique. Donc cette transformation donc de notre économie se poursuit avec une amplification donc de la dynamique, et cela va avoir un impact significatif donc sur, comme on l'a dit, la réduction donc du taux de pauvreté. Il faut rappeler qu'en 2011 nous étions à 55,4% donc de taux de pauvreté. Aujourd'hui nous sommes à 37% selon le rapport de 2021. Nous n'avons pas encore le rapport de 2024. De quel organisme? Donc de la Banque mondiale, du PNUD, de plusieurs organismes, donc même de l'État de Côte d'Ivoire qui parle de 37%. Avec l'INS à l'époque. Voilà, avec l'INS à l'époque. Et donc, c'est plus de 18% de réduction. Très peu de pays africains ont réussi cet exploit-là. Mais nous ne nous satisfaisons pas seulement donc, du résultat obtenu, mais ce que nous voulons, c'est que d'ici 2030, nous puissions effectivement, grâce à toute la dynamique économique, parce qu'il faut rappeler que l'objectif du président, c'est de passer d'un PIB par habitant d'environ 2 900 $ à 4 500 $. Nous serons donc l'un des premiers pays en Afrique de l'Ouest. Vous traduisez en CFA pour ceux qui sont... en CFA, c'est autour de 2,5 millions. 2,5 millions. Alors, donc, aujourd'hui, quand vous prenez, grâce à cette dynamique économique, la Côte d'Ivoire est le pays le plus riche
au niveau donc, de l'Afrique de l'Ouest, devant le Nigeria, le Ghana, en termes de PIB par habitant. Donc toute cette dynamique va s'amplifier avec la découverte donc, de gisements baleines. Donc, il va produire suffisamment de ressources pour l'État de Côte d'Ivoire, à l'effet donc de l'investir, donc de faire plus d'investissements dans les domaines sociaux tels que la santé, l'éducation et aussi l'emploi des jeunes. Élisée, vous avez une relance. Oui, j'ai une relance. Effectivement, incluez dans votre relance la mécanisation de l'agriculture. Il pourrait peut-être nous en dire un mot. Oui, j'ai écouté attentivement M. Koukoura. Non, c'est vrai. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire a peut-être amorcé une transformation structurelle sur l'économie. Mais je dis et je répète, et ça, je reste fondamentalement convaincu de ça. Aujourd'hui, l'économie ivoirienne continue d'être portée par l'agriculture, par les cultures de rente. C'est vrai que le secteur des services, et donc le secteur tertiaire, est monté en puissance, mais on continue de dépendre en grande partie de notre agriculture et des cultures de rente. Ça, c'est vraiment un rapport qui est disponible, qu'on peut consulter. Mais au-delà même de ce fait... C'est bon de préciser le rapport. Allez-y, regardez le rapport de la Banque mondiale, c'est la situation économique de la Côte d'Ivoire. Okay. Voilà. Donc, mais au-delà même de ce fait, ce que j'attendais en fait de M. Koukoura, c'est vrai qu'il y a un ensemble de mécanismes qui est prévu. Mais dans la pratique, dans la matérialisation, parce que quand il dit, par exemple, ces découvertes qui ont été faites, ou bien, je dis tout ce qui a été mis, mais quand on regarde depuis l'avènement du président Ouattara, il a mis en place ce qu'on a appelé les programmes nationaux de développement, les PND, qui avaient donc des objectifs. Mais au bout de 3 PND aujourd'hui, on se dit, ben, il y a un quatrième qui est en préparation, 2026-2030. Mais fondamentalement, quel est l'impact de ces PND sur la réduction du taux de pauvreté? Si on nous dit, par exemple, le PND 1 a permis qu'on passe d'un taux de pauvreté de 40% à 35%, ainsi de suite, qu'on nous dise. Parce qu'on veut vraiment comprendre. Sinon, si c'est juste des programmes qui vont être faits et tout ça. Mais bon, je me dis que c'est vrai, le président Ouattara a fait beaucoup, mais c'est pour moi pas un mérite, parce que tout le monde aurait pu quand même, avec une découverte de gisement, de minerais de portée mondiale, pourrait quand même faire un certain nombre d'actions. La question c'est comment est-ce qu'on retrouve ça dans le quotidien le quotidien je vais dire, de toute cette politique, d'abord, je l'ai dit, c'est factuel. Le taux de pauvreté a régressé et est passé de 55,4% à 37%. Donc ça veut dire, en 15 ans, c'est 18% donc, de taux de réduction. Et donc en moyenne, sur chaque mandat, c'est près de 6% donc, de réduction. Donc vous pouvez faire en moyenne de 2011 à 2015, c'est 6%, 2015 à 2020, 6%, et aujourd'hui également 6%. Et je rappelle que c'est le rapport de 2021. Donc certainement que le rapport qui va sortir va nous amener un peu plus bas. Et donc de la Banque mondiale du PNUD de haut. Donc c'est pour rappeler, en fait, et je l'ai dit, il n'y a aucun pays africain qui a réussi à réduire son taux de pauvreté de 18% en les 15 dernières années, malgré, en dépit des difficultés économiques et des chocs économiques mondiaux. La Côte d'Ivoire, non seulement ça se ressent donc dans la vie des populations, puisque vous avez des politiques sociales. Aujourd'hui, grâce à cette dynamique économique, donc impulsée par le président de la République, vous avez donc au niveau de la santé les femmes qui accouchent gratuitement, y compris la césarienne qui avant l'arrivée de la Ouattara était à près de 150 000 francs. La césarienne aujourd'hui c'est gratuit, totalement gratuit. La femme enceinte donc qui prend dès sa prise de carnet, donc est consultée, que ce soit les consultations prénatales, son accouchement et la césarienne, tout ça, ce panier est pris en charge. Vous avez les enfants de 0 à 5 ans qui sont soignés gratuitement. Mais vous imaginez, le paludisme, qui est la première cause de mortalité en Afrique, donc est pris en charge gratuitement. Vous savez combien ça représente donc dans le budget donc, des ménages. Donc quand tout cela est pris en charge par le gouvernement de Côte d'Ivoire, chers amis, pour ne pas nous dire que oui, on ne ressent pas donc, toute cette politique dans le panier de la ménagère ou bien de la vie des Ivoiriens. Il y a des choses qui vont être faites pour améliorer, n'est-ce pas? Bien entendu, la vie est faite d'amélioration et de perfection. Monsieur Koukoura Nzi, bonsoir. Bonsoir. Félicitations. Merci. Quand on est militant d'un grand parti comme le RHDP, après les empoignades, après avoir fait campagne, vous avez vu dans plusieurs débats télé, vous avez été face à des acteurs des autres partis. Quel est le discours qu'on tient quand on a fini de gagner, après toutes ces empoignades? C'est avec modestie, hein, avec humilité, et bien évidemment, voilà, avec modestie et humilité, nous disons, comme je l'ai dit, nous devons tout cela au peuple de Côte d'Ivoire. Parce que, comme vous l'avez dit, les empoignades, ce n'est pas seulement au niveau des empoignades, mais il y a des gens qui avaient préparé une véritable déstabilisation de notre pays. Mais c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui a fait échec donc, à cette entreprise. Et il faut donc dire merci au peuple de Côte d'Ivoire qui s'est mobilisé massivement, en dépit donc de la psychose qui a été créée par cette opposition, une partie de l'opposition donc qui s'est radicalisée et qui voulait la déstabilisation de la Côte d'Ivoire et qui travaillait, selon eux, à libérer le pays. On essaie de qui et de quoi. Mais le peuple de Côte d'Ivoire, la jeunesse ivoirienne, un sursaut national donc, a été créé. Et aujourd'hui, nous avons ce résultat. Et nous pouvons dire merci au peuple de Côte d'Ivoire, merci au président, qui est notre leader, qui est notre candidat, donc qui a mis tout en œuvre pour que cette élection puisse avoir lieu dans un environnement très apaisé. Relance, moi je vais parler en fait de ce qui est factuel. Le logement. On sait que le logement, c'était un pan du gouvernement du président de la République. Lorsqu'il est arrivé, on a eu l'échec déjà des logements sociaux au début, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, vous parlez de 150 000 logements avec la construction de nouveaux logements, l'intérieur avec la construction de logements administratifs. Aujourd'hui, concrètement, les Ivoiriens qui vous regardent, qui ont été la première fois,
qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer, pour ceux qui sont à l'intérieur, parce qu'au début on avait vu que c'était au niveau d'Abidjan. Et la deuxième préoccupation, c'est concernant l'éducation. On sait déjà que le gouvernement actuel a fait beaucoup d'avancées au niveau de l'éducation, mais les ressources humaines, que sont les enseignants, continuent de se plaindre. Ils demandent chaque fois, en fait, on a vu des grèves qui ont échoué. Qu'est-ce que vous rassurez, comment vous rassurez en fait ces ressources humaines-là, que sont les enseignants? Très bien. Alors, sur les logements sociaux, vous avez raison de dire qu'on a connu des difficultés, ce n'est pas un échec. Parce que dès l'arrivée du président Ouattara au pouvoir en 2013, il lance un vaste programme donc, de construction de logements sociaux. C'est en 2013 qu'il lance le programme. Il lance le programme. Et il a connu quelques difficultés, il faut être honnête, parce que c'est un gros projet. Mais ce qui est bon chez le président de la République, Alassane Ouattara, toutes les promesses faites au cours donc, de la campagne, il a traduit en actes. Et aujourd'hui, en dépit de tout ce qu'on peut dire, difficultés donc, liées à plusieurs problèmes, au niveau donc, de la disponibilité donc, des espaces, que ce soit au niveau même des entreprises donc, qui ont eu des marchés, mais malgré tout ça, c'est près de plus de 40 000 logements donc, qui ont été construits. Je rappelle qu'après Houphouët-Boigny, le seul à avoir donc, mis en place un tel programme, c'est le président Ouattara. Mais la dynamique va se poursuivre. Et vous avez vu 25 000 logements donc, qui ont été lancés, que ce soit à Abidjan comme à l'intérieur du pays. Donc ce programme-là va se poursuivre et va s'amplifier. Parce que je crois que le ministère de la Construction le ministre a fait plusieurs passages télé où il a expliqué donc, tout le programme, toute la politique donc, des logements sociaux. Sur l'éducation, vous savez, dès l'arrivée du président Ouattara au pouvoir, l'une de ses priorités, c'est l'éducation. Que ce soit au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau donc, du secondaire ainsi qu'au primaire. Il arrive en 2011, il fait fermer donc, les universités pour leur réhabilitation. Et aujourd'hui, nous sommes passés à 9 universités, alors qu'à notre arrivée, il y avait 3. Donc, qui connaissaient donc aussi des difficultés. Au niveau du secondaire, plusieurs investissements ont été faits. Mais en ce qui concerne le traitement donc, des fonctionnaires de façon générale, ce n'est pas seulement les enseignants, mais l'amélioration donc, de leur traitement salarial a été au cœur donc, de l'action du président Ouattara. En 2015 déjà, il débloque les salaires, alors que les salaires avaient été bloqués depuis 1988. En 2015, il débloque les salaires. Il y a eu plusieurs trêves sociales donc, qui ont permis à l'État du gouvernement non seulement d'apurer donc, les arriérés dus à l'ancien gouvernement et au dialogue donc, entre les enseignants et les fonctionnaires en général, mais tout ça a été apuré. Et il y a eu deuxième trêve sociale donc, qui part de 2021, je crois, à 2023 ou 2024, avec une enveloppe de près de 3 000 milliards donc, pour traiter toutes ces questions. Donc, la question des enseignants, que ce soit des fonctionnaires, a toujours été au cœur de la politique du président Ouattara. Les primes de logement, l'augmentation donc, des primes de transport et aussi des allocations familiales qui sont passées de 2 500 à 7 500, alors que pendant 50 ans, nous sommes restés à 2 500 par enfant.